Nous allons passer maintenant en Centrafrique. Le gouvernement centrafricain s'est voulu rassurant mercredi à propos de l'accord de paix qu'il a signé le 6 février à Bangui avec les groupes armés qui contrôlent 80% du pays, affirmant qu'il était en train d'être mis en œuvre. Dès que l'accord a été signé, nous avons pris toutes les dispositions pour faire ce qui était demandé et ou requis. L'accord est en train d'être mis en œuvre, a déclaré le ministre de la Communication Ange-Maxime Kazagui lors d'une conférence de presse à Bangui. Cet accord de paix prévoit notamment qu'un gouvernement inclusif soit nommé immédiatement après signature de l'accord, ce qui n'a pas encore été fait. Georges Hérault, est-ce qu'on peut simplement dire, parce que tout le monde a vu l'accord, que c'était le passage obligé pour la Centrafrique pour retrouver la stabilité? Oui, on peut dire que c'est un passage parce que de toute façon, quand ou bien plusieurs personnes se mettent en guerre, il faut toujours passer par les dialogues, par les accords. Et je dis si le gouvernement, parce qu'entre-temps, il y avait même la Russie qui est intervenue par le Soudan du Sud et l'Union africaine qui est intervenue pour négocier les accords de paix. Si aujourd'hui, ils arrivent à signer ces accords, c'est louable et c'est un passage, effectivement, qui doit les amener à renouer définitivement avec la paix. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous êtes des compatriotes, des frères, des sœurs, vous vous levez contre vous-même, et ça fait mal à la mer, continent, l'Afrique, ça fait mal, parce que c'est entre nous. Nous devons nous souder pour aller plus loin. Et c'est vrai que l'accord a été signé. Maintenant, le gouvernement dit que cet accord est en train d'être mis en œuvre, mais on ne voit pas encore vraiment les premiers pas. Je dis si le gouvernement respecte, parce qu'il a été prévu un gouvernement inclusif qui va ça va être le plus difficile, non? Oui, mais le plus difficile doit être fait pour arriver et finalement à avoir la paix dans ce pays. Dominique, vous dites que c'était le prix qu'il fallait payer parce que mettre en place un gouvernement d'union nationale avec des gens qui ont commis des crimes de sang, n'ayant pas peur des mots. Oui, mais malheureusement, c'est le 8e accord, il faut le souligner. Les autres n'ont rien abouti. Après la signature de ces accords, il y a eu toujours des morts, des crimes, des tueries, des attaques par ici, par là. Est-ce qu'on doit se dire que bon, parce que les gens ont le sang sur la main, alors il faut trouver une solution à eux avant d'aller à la paix? Je ne crois pas. Il faut en faire avec, parce que moi, je prends toujours le cas libérien et sierra-léonais, que au Libéria, c'est Charles Taylor qui a été sacrifié, mais d'autres chefs de guerre étaient là, et notamment les Prince Johnson et d'autres encore. Lui, il a dit, il est devenu pasteur. Vous allez également en Sierra Leone, il y a c'est seulement Fodé Sanko et Samboukari qui ont été tués, mais les autres, ils se vivent, ils sont là, et ils se sont reconvertis. Je crois que si la paix doit passer forcément par là, il faut y aller, parce que au risque de continuer dans le spectre de la violence, avec son cortège de morts chaque jour. Parce que relevons que le gouvernement n'a pas une grande marge de manœuvre. Le gouvernement ne contrôle que 20% du territoire. Les autres, c'est les chefs de guerre, 80%. Et comme tu l'as dit tantôt, alors si il faut que le gouvernement dise non, il faut arrêter les chefs de guerre, il faut les traduire avant. Je crois que c'est pourquoi ils ont prévu la mise en place de la commission justice, vérité, réparation et réconciliation. Justice, réparation et réconciliation. Donc cette commission également, si les gens peuvent confesser leurs crimes, ils peuvent se faire pardonner par la population. Je crois qu'il faut, c'est un processus important. Maintenant, quand le gouvernement dit qu'ils ont déjà commencé, pour le moment, rien ne parle pas, rien n'est visible, rien n'est concret. Donc, d'ailleurs, c'est vrai aussi que au lendemain de la signature de cet accord, on ne peut pas donc sortir un gouvernement de la tête, sans oublier que la rébellion exige la primature. Or, on sait qu'il y a deux groupes majeurs dans cette rébellion, les Séléka et puis les Anti-Balaka. On va nommer un premier ministre ici de Séléka ou d'Anti-Balaka, je ne crois pas. Donc, au fait, je crois que tout ça, là, c'est des petits détails qu'il faut les accompagner. Sinon, on risque que cet accord aussi va rester dans les placards
et en avant les tueries et puis les morts. Il faut quand même saluer que depuis la signature de l'accord le 6 février, les armes n'ont pas encore recommencé, pas crépiter comme avant. Il y a juste des incidents sporadiques. Non, c'est une... Le cortège des Nations Unies aussi a été attaqué au niveau de Bambari la dernière fois. C'est une bonne nouvelle qu'il y a une accalmie qu'on peut saluer, mais n'oublions pas que c'est le 8e accord. Les précédents n'ont rien donné. Et maintenant, est-ce que, vivement, ce qu'on peut souhaiter, c'est que cet accord puisse donner quelque chose et faciliter le retour à la paix. Mais entre-temps, il y a quelque chose qui me vient toujours en esprit, je crois qu'il doit nous interpeller. Est-ce que c'est un pays indépendant pendant des années, et puis on revient avec des événements comme si nous étions encore des périodes après les indépendances. Vous vous rappelez? Parce que quand vous voyez ça, ça ne vous dit pas ce que les gens ont vécu avant les indépendances. C'est pratiquement les mêmes situations. Même avant l'indépendance, est-ce qu'il y avait... Même on peut dire que... Est-ce qu'il y avait des barbaries? Est-ce qu'il y avait ces genres de barbarie? Non, il n'y en avait pas. Parce que les armes, à l'époque, il n'y en avait pas trop. Aujourd'hui, la Centrafrique est pleine des armes, des caches d'armes qui circulent, qui se vendent un peu partout avec des groupes rebelles. Mais voilà, encore que c'est un pays où on nous a parlé des élections. Les élections ont été organisées. Le professeur Touadéra est élu. Mais jusque-là, est-ce qu'il contrôle quelque chose? Il n'a rien contrôlé. 20% de tout le territoire de la Centrafrique. Bon, donc, la situation en Centrafrique, c'est vrai quand même que quand il arrive à un moment où les gens s'atteignent trop au pouvoir et que leur départ arrive dans des conditions aussi controversées, mais c'est ce que ça donne. Parce que les éléments qu'on laisse derrière, qui se réclament toujours de ces chefs d'État déchus, mais c'est ce que ça apporte. Et le président Bozizé n'est pas là, mais son âme, il est toujours là. Avec ces groupes, les anti-Balaka. Bon, donc aujourd'hui, pour la fête de Centrafrique, la paix va-t-elle revenir définitivement? Puisqu'il faut un gouvernement inclusif. Et là, les rebelles exigent aussi des postes mielleux, des postes de souveraineté. Alors il y a deux groupes. Alors comment ça va se passer? Et ceux qui sont légitimes, qui sont élus, le pouvoir, mais qui n'a pas de marge de manœuvre. Parce que 20%... Mais quand on dit aussi que les groupes armés contrôlent 80%, il ne faut pas aussi donner l'impression comme si les groupes armés étaient aussi unis que ça. Mais ils sont pas entre les groupes même, il y a des problèmes. Et c'est là qui rend les négociations difficiles, compliquées. Parce qu'ils ne parlent pas, ces groupes armés ne parlent pas le même langage. Et je crois il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Bon, donc, voilà ce que l'extrémisme en matière religieuse, des fois, c'est ce que ça apporte. Et vraiment, vivement, que la République centrafricaine reviennent vivre sur la terre des vivants. Parce que là, jusque-là, apparemment, c'est un peu difficile. Vivement que cet accord apporte quelque chose à la Centrafrique. Je voudrais dire que je crois que cet accord a peut-être le mérite que ça peut aboutir s'il y a la bonne volonté de parties. Mais au niveau de ces groupes armés, il y a plusieurs tendances. C'est vrai que à Khartoum, on a pu mettre tout le monde sur la table, mais est-ce que, parce que dans les locaux ou bien dans les coins où ils gèrent, ils prennent des prébendes, ils font du trafic, et ça leur rapporte. Ils prennent des taxes même. Ils prennent des taxes justement. Bon, ça leur rapporte. Est-ce que finalement, ils peuvent dire, bon d'accord, on laisse tomber. On sacrifie tout ça pour l'intérêt national. Quoi. Et si entre-temps, on dit, bon, on va vous poursuivre, on va vous envoyer en prison, alors ça risque vraiment d'être difficile, voire impossible, cette paix dans ce pays. Donc je crois qu'il faut mettre la balle à terre, essayer de voir, de pas... Et également, l'accord a prévu le retour des anciens chefs d'État, notamment Michel Diochodia qui est au Bénin ici, et puis Bozizé, je crois, qui est en Ouganda, je crois. Donc il est prévu qu'ils reviennent. Or, ces deux chefs d'État sont les acteurs majeurs de cette crise. Parce que c'est Michel Diochodia qui est venu chasser Bozizé par les armes. Et Bozizé est parti avec armes et bagages pour revenir sous une autre forme avec les Séléka. Et donc aujourd'hui, avec les anti-Balaka. Donc aujourd'hui c'est un peu compliqué. Mais si on met les deux chefs d'État, on rassure les uns et les autres, je
je crois qu'on peut quand même aboutir à une paix qui peut durer dans le temps. Sinon, pour l'heure, ce serait compliqué parce que les deux chefs de guerre sont tellement puissants et contrôlent des grands espaces qu'il est difficile donc si on ne les met pas, on ne les associe pas, ils ne sont pas rassurés, non pas parce que, bon, n'oublions pas qu'il y a déjà 2 anti-Balaka à la CPI. Donc c'est aussi un élément. Je crois que la CPI ou la communauté internationale doit jouer sa partition pour éviter de créer une situation de crispation où les gens vont se dire nous on refuse tout si tant est que nous devons nous retrouver à la CPI. Alors il faut voir comment joindre les deux situations pour éviter. C'est vrai, il y a des victimes, ça c'est vrai. Or, faut-il ajouter d'autres victimes aux victimes qui existent déjà? C'est la question que l'on doit se poser. Sinon, si tel est le cas, donc on doit laisser les choses et jusqu'au jour on arrivera à anéantir les deux groupes. Or, l'armée, les fracas n'ont pas les moyens militaires pour venir à bout de il y a un aspect très important. Il faut fondamentalement retourner à la base, à la source de cette crise. Parce que c'est vrai que Michel est venu chasser Bozizé. Mais comment on en est arrivé encore là? C'est aussi un autre aspect qu'il faut voir en Afrique. Quand on veut coûte que coûte s'accrocher au pouvoir. Non, Bozizé était dans son second mandat. Oui, il était dans son second mandat. Il ne s'accrochait à rien. Il était dans son second mandat, mais sont venus, la manière dont aussi lui il est venu au pouvoir. Voilà. Et c'est ça. Un coup d'État. Bon, donc c'est ça. C'est lui qui a chassé l'autre paix à son âme. Donc, vous convenez avec nous que c'est quand les gestions ne sont pas transparentes, ne profitent pas à tous, on en arrive. Mais d'autant plus que, comme il a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'à notre époque, que ce ne soit pas les élections qu'on arrive au pouvoir? C'est très important. C'est la question. Georges, beaucoup d'observateurs disent que l'accord de paix, c'est vrai, on le salue, mais ce sera difficile à mettre en œuvre parce que les deux chefs d'État dont nous parlons, Bozizé et Jotoja, n'y ont pas été conviés, n'ont pas été associés, alors qu'on sait que c'est eux qui tirent les ficelles. Oui, je l'ai dit ici que le plus difficile doit être fait pour arriver coûte que coûte à retrouver la paix dans ce pays, le Centrafrique. Et moi, personnellement, je ne vais pas dire que les deux présidents ne sont pas conviés. Raison. Est-ce qu'il ne fallait pas simplement les inviter? Oui. Ce qui est sûr, est-ce que la condition pour s'assurer de leur adhésion à l'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont leur porte-parole. Parce que c'est eux qui sont derrière. Au même moment, le porte-parole, sur certaines décisions, doit consulter. Parce celui dont il porte la parole, il doit le consulter. Oui, je sais. Parce que quand vous savez que pour ce problème de Centrafrique, la Russie a intervenu. Pour ce même problème, la France et l'Union africaine, ce qui est sûr, c'est que la diplomatie de ces organisations doivent consulter, même si c'est un catimini, doivent consulter ces anciens présidents et ils auraient dire des choses qu'ils vont prendre en compte. Oui. Peut-être qu'ils ne les ont pas invités officiellement dans ces discussions, mais ils vont toujours les consulter pour prendre certaines de leurs préoccupations en compte. Raison pour laquelle d'ailleurs ils ont insinué dans cet accord qu'on doit les ramener et dans le pays. Donc ce qui est sûr, c'est que on devrait les consulter et avoir leur position par rapport à la crise qui se déroule dans le pays. Est-ce que ces deux chefs d'État que je viens de citer, quand on parle de gouvernement d'union nationale, ils ont leur mot à dire? Eux aussi, ils ont des gens qu'ils voudraient voir placer à des postes qui peut-être favorisent leur retour. En réalité, puisque, au fait, si on doit vraiment former un gouvernement d'une manière inclusive, à mettre tous les acteurs ensemble pour voir vraiment les portes de sortie à cette crise, il faut forcément que ces deux
chefs d'État qui sont des acteurs majeurs de la crise soient évidemment impliqués. Je crois que l'accord en prévoyant de favoriser leur retour, je crois que c'est parce qu'ils voudraient qu'ils reviennent et puis qu'ils puissent également jouer leur partition. Parce que eux aussi, ils peuvent influer sur les deux groupes majeurs et ça peut peut-être déboucher sur plutôt une paix durable. Parce que n'oublions pas que les deux sont puissants. Lorsque vous prenez Michel Djotodia avec sa branche armée, la Seleka, ce n'est pas des enfants de cœur. Et c'est également les Seleka aujourd'hui. Peut-être les anti-Balaka diront que bon, nous on a envoyé de nos gars à la CPI, mais pour le moment au niveau de la Seleka, il n'y a pas encore eu d'arrestation. Or, à ce niveau aussi, il y a des gens qui ont vraiment le sang sur la main. Et donc, je crois que c'est en cela que je dis que la communauté internationale doit aussi prendre en compte certains paramètres si on veut véritablement aller vers la paix. Parce qu'en voulant, en brandissant le spectre d'arrestation de la CP et autres, mais des groupes, parce que des groupes peuvent, parce qu'ils font des trafics et ça leur rapporte. Ça veut dire que, bon, ils auront toujours l'argent pour acheter des armes, pour acheter du matériel de guerre, pour toujours contrôler l'espace qu'ils occupent. Et donc, il faut vraiment tenir compte de tout ça là. Et comme je l'avais dit tantôt, en se basant sur, comme ce qui s'est passé dans d'autres pays, notamment le Libéria, la Sierra Leone, ou après tout, bon, même la Côte d'Ivoire d'une manière ou d'une autre, et même si ce n'est pas les mêmes paramètres. Donc aujourd'hui, les deux chefs d'État ont véritablement leur rôle à jouer et il faut qu'ils soient impliqués, il faut qu'ils retournent, il faut qu'on favorise leur retour et qu'ils puissent contribuer, impacter et influencer surtout sur les deux groupes majeurs de la crise centrafricaine. Moi, je suis pour la réconciliation dans les pays d'Afrique quand il y a des problèmes, des crises. Mais j'avoue que il faut apprendre à faire les choses clean, proprement. Proprement, pourquoi? On ne peut pas toujours tendre la main à des gens qui ont commis qui ont mal dirigé les pays et qui après se cachent derrière des groupes armés pour semer. Est-ce qu'on a le choix? Non, je dis, laissez-moi aller au bout de mon analyse. On ne peut pas continuer par le tendre la main parce qu'ils sont puissants. Mais qui est puissant? C'est vrai quand même qu'ils sont revenus par d'autres moyens, d'autres groupes qui agissent, qui commettent des crimes sur le terrain. Et quand on le fait ainsi, ça va devenir cas d'école. Les gens vont dire, mais écoutez, nous le faisons, mais si nous partons, certainement, on nous fera appel. Et c'est un éternel recommencement pour l'Afrique. Et ça va continuer par faire du mal. Même si on estime qu'il faut les impliquer, il faut leur retour, mais ça va faire cas d'école. Et les gens, l'Afrique ne va jamais avancer. C'est comme ça, on va dire, moi, si je fais mal après, on sait que je suis puissant. Certainement, ma présence, mon retour, malgré tout, je dois revenir. C'est leur pays. Oui, non, je ne dis pas que ce n'est pas le pays. Mais je dis que leur comportement, c'est pourquoi il faut veiller à faire tout pour rester dans son pays. Il faut faire tout pour rester dans son pays. Et quand on le fait bien, mais quand même, logiquement, on reste dans son pays parce qu'on a fait du bien. Mais quand les gens estiment que nous avons commis... Il a été chassé par une rébellion. Mais il a été chassé par une rébellion. Et l'autre aussi a été aussi chassé par l'autre rébellion. C'est ce que les deux le disent. Leur présence aujourd'hui, qu'on estime indispensable pour permettre à la paix de revenir, mais ça crée des précédents fâcheux pour le continent. Et c'est comme ça que nous allons régler des crises. Nous allons régler des crises pendant des années d'indépendance. On reste dans le statu quo. Avec son cortège de morts, d'assassinats, et de tout. On n'a pas besoin de rester dans le statu quo, mais je crois qu'en le faisant ainsi, si la paix passe par là, et c'est comme ça, même si la paix passe par là, il faut y aller. En 2050, on sera encore là. Je dis, si la paix doit passer par là, pour permettre d'éviter encore d'autres morts, d'autres victimes inutiles. Parce que ceux qui paient, c'est la population. C'est la population qui perd dans tout ça. Georges, est-ce que l'accord n'aurait pas... C'est l'éternel, c'est eux qui perdent toujours. Depuis le 6 février, est-ce que l'accord n'aurait pas dû insister sur la dissolution des groupes armés dans un délai donné?
Oui, ça c'est un autre cas à discuter parce que, vous savez... Comment les désarmer? C'est pas la processus DDR. Oui, justement, il faut qu'ils soient rassurés. Rassurés d'abord. Effectivement, ils peuvent déposer les armes. Ils ne seront pas persécutés. En fait, quand nous faisons ces discussions, ça devient un cercle vicieux. Comme le pasteur Edo l'a dit, c'est vrai. Mais de toute façon, si on doit toujours régler les comptes aussi, ceux qui sont coupables ne vont jamais lâcher prise. Ils ne vont jamais accepter. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont vouloir même mourir pour ça. Et faire mourir, faire périr les autres. Donc, il faut trouver un palliatif pour à chaque fois revenir à la paix, parce que la paix devient très indispensable pour nous. On veut bien. Et tu ne veux pas aujourd'hui, est-ce que fermer les yeux si c'était un dérive, alors on n'ira jamais à la paix. Est-ce que ce pays a les moyens de désarmer les groupes armés? Ils n'ont pas les moyens, d'autant plus que... Alors l'accord est obsolète alors? Oui, c'est en amenant maintenant les gens à la table de négociation dans un gouvernement inclusif qu'on peut les amener, lancer le processus. Oui, parce qu'en ce moment, ils ont même leurs membres dans le gouvernement. En ce moment, on peut même les mettre en confiance. Mettre en confiance, les contraindre de se désarmer. Et là, on peut même aller... percer jusqu'au cœur de ces groupes armés pour voir réellement ce qui se passe dans ces groupes armés. Parce que aujourd'hui, ils viennent, mais ils ne vont jamais livrer leurs secrets. Aujourd'hui, on sait qu'il y a deux présidents. Ils ont toujours la main sur les gâchettes. Ils ont toujours la main. C'est aujourd'hui, on va les amener petit à petit, comme le cas du Libéria, où on va même désarmer. Le cas de la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de personnes et des rebelles qui sont rentrés dans l'armée. Donc, c'est des cas comme ça qu'on peut régler. Mais, comme nous le disons, c'est dommage pour l'Afrique parce que avec ça, nous ne pouvons pas amorcer de développement. Non. C'est ça notre problème. L'autre problème aussi, comme le pasteur l'a dit, c'est que quand vous êtes dirigeant, vous êtes président dans un pays, soyez soucieux des populations. C'est-à-dire, c'est le bien-être des populations. Mais, en quoi faut-il que les oppositions que nous créons soient des oppositions constructives? Parce que quand l'opposition, ou bien nous crions, quand nous sommes en face d'un pouvoir et que nous crions aux métropoles de venir à notre secours pour venir enlever ou bien venir déloger l'autre qui est là pour me placer, ça aussi cause beaucoup de problèmes. D'accord. Dominique, c'est vrai qu'on parle de dissolution de groupes armés, on parle de DDR, mais moi, il y a une question qui taraude de mon esprit. Ces groupes armés, où trouvent-ils les armes et les munitions et la FACA n'en trouve pas? Qui les approvise? Qui les approvisionne? Normalement, le pays est sous embargo. Oui. Eux, donc, ça veut dire que l'armée régulière a du mal même à acheter des armes. Et je crois qu'ils ont demandé au niveau des Nations Unies de lever l'embargo pour leur permettre de s'équiper. Et je crois que c'est en cela qu'ils ont signé un accord avec la Russie qui est chargé donc de leur fournir des armes. Mais les rebelles, c'est en contrebande. Aujourd'hui, je vous dis que entre quelque part. Mais vous savez, la guerre quitte ici, ça va vers là, et ça tourne. Ça se déplace. Prenons la zone même. C'est mobile. Mais il y a en RD Congo, il y a des groupes armés là-bas, et à Centrafrique, en Ouganda, il y a le pasteur, le pasteur Ntoumi. Non, pas Ntoumi, le pasteur... qui a été tué, je crois, il a été tué en Ouganda. En Ouganda. Donc, toutes ces zones c'est en RDC. Non, Congo-Brazzaville. Donc, toutes ces zones sont infectées d'armes qui circulent et qu'en contrebande, il suffit d'avoir un peu de moyens, vous pouvez en acheter, même dans notre sous-région. Mais pourquoi aujourd'hui les voleurs à main armée le font avec des calaches? Qui les a? Mais ils trouvent ça, mais c'est ça, c'est en contrebande. Oui, parfois, moi je le dis, c'est la contrebande, une calache, deux calaches, c'est peut-être possible, mais attends, souvent là, des groupes armés qui contrôlent 20% du territoire, ils doivent être bien armés. Et ça vient parfois de l'Europe de l'Est. Oui, justement, est-ce que c'est pas ceux qui disent en contrebande? Est-ce que c'est pas ceux qui disent aux Centrafricains on va vous aider, qui finalement profitent aussi pour
armer ces groupes-là. Le plus grave, c'est l'histoire de Boko Haram, par exemple. Boko Haram sévit au nord du Nigeria. Ça veut dire que les hommes viennent du port, transitent, traversent tout le pays pour arriver à leur niveau. Donc, comment tu peux imaginer? Ça passe par où? Non, bon, ils n'ont pas d'aéroport. Ils n'ont pas d'aéroport. Donc, ça veut dire que ça vient... Peut-être c'est un port dans les... Justement, que ça passe, et ça vient. Et ils arrivent à les récupérer. Donc, je crois que la contrebande, elle est là, elle est naturelle, elle permet donc à ces groupes qui savent par quel canal les passer et puis rapidement. Et aussi, comme il le dit, quand vous prenez ces régions-là, l'Ouganda, RD Congo et autres, même Congo-Brazza, c'est tout récemment qu'ils sont en train d'aller aussi vers la paix. Les frontières sont poreuses et puis les armes peuvent circuler. C'est un réseau, puisque c'est ça qui procure de l'argent. Les armes procurent de l'argent. La guerre même. Bien sûr, il y a des réseaux qui sont détenteurs des armes et qui les livrent à ces groupes armés. Et pour eux, quand il y a des accords, ça ne les arrange pas. Ils ont besoin que ça continue, ça tire. Ça tire pour qu'ils puissent continuer pas à livrer des armes. Pourtant, c'est l'Afrique qui est toujours le terrain d'expérimentation des armes. Le terrain fertile où il faut tirer. Disons, c'est un grand marché. C'est un grand marché. C'est un grand business center pour Michel Otodia, qui surgit de nulle part avec un groupuscule bien armé avec des 4x4. Mais ils sont pas tombés du ciel. Les 4x4 sont parfois, c'est aussi des puissances qui financent, qui entretiennent. Et ces gens de groupes qui donc, quelque part, l'Afrique ne fabrique pas d'armes. Si ça ne tenait qu'aux Africains, peut-être avec les machettes. Il faut que nous prenions conscience. Mais malheureusement. D'accord, on va marquer la pause. On revient après le journal.